Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout dernier Vlogmas, le dernier du calendrier de l'Avent. Et pour conclure cette série de Vlogmas de l'Avent, nous terminerons par la couture des manches tailleurs, ainsi que leur pose, les finitions à la main sur l'entièreté de la robe et la pose de la passementerie. Mais n'allons pas plus vite que ce que l'on peut coudre, on va d'abord s'occuper des manches tailleurs. C'est un type de manche que je n'avais pas encore réalisé, plutôt habituée à des manches qui soient froncées. Et j'étais assez impressionnée de voir qu'elles étaient toutes en rondeur et c'est justement ce qui donne cette particularité aux manches tailleurs. Elles vont venir se poser directement sur la courbure du coude pour vraiment bien épouser chaque mouvement du bras et je trouve que c'est très impressionnant. Et comme la robe était entièrement doublée, j'ai commencé par coudre les manches directement dans ma doublure. Ici, j'ai longuement hésité à terminer l'entièreté des coutures en couture à l'anglaise. J'avais peur que ça fasse une surépaisseur qui soit pas très agréable au porté. J'ai donc préféré prendre un ciseau cranteur pour éviter que mes marges de couture ne s'effilochent. Heureusement, j'avais de la chance, j'ai choisi une cretonne de coton qui était assez rigide et qui évitait tout ce qui était effilochage. Donc du coup, ça m'a facilité la vie et c'est vrai que c'est une solution qui du coup allait d'elle-même car comme ça, j'avais bien moins de travail et en plus, je ne risquais pas d'avoir une surépaisseur très désagréable au porté. Une autre difficulté des manches tailleurs est qu'il faut faire très attention à l'arrondi au niveau du coude pour ne pas le briser et utiliser les petits cochons de couture pour pouvoir bien garder la forme de la courbure. Et une fois ma doublure terminée de coudre, je suis passée directement à la couture de mon velours. Une des difficultés que j'ai rencontrées par rapport aux manches tailleurs mais également au velours étant donné qu'il bougeait énormément est justement cet arrondi. Il fallait faire très attention qu'il ne bouge pas pour éviter de changer l'entièreté de l'aplomb de la manche mais également pour éviter d'avoir des marges de couture qui changent tout le temps. Et si j'ai décidé là pour le coup de ne pas bâtir justement parce qu'il y avait énormément d'arrondis, il a fallu que je fasse très attention à la manière dont je cousais. Comme ça, je pouvais être sûre que mes marges de couture restaient correctement à leur place, mais également je n'avais pas de tension par rapport au bâti sur ma marge de couture. Et évidemment, après avoir terminé de coudre ma doublure et ma manche extérieure, il a fallu la poser. Alors là aussi, ce fut tout un poème. J'ai dû recommencer au moins 6 à 7 fois la dépose de ma manche. Alors heureusement, j'avais bâti avant parce que je sentais qu'il y aurait un problème. Et du coup, j'ai pu retirer et remettre ma manche à chaque fois et m'épargner d'avoir à découdre le velours qui était quand même très compliqué à découdre à cause des poils longs. D'ailleurs, je pense que maintenant, pour toutes les coutures de mes manches, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je pourrai vraiment voir correctement s'il y a un décalage par rapport au cran ou autre que j'aurais fait ou qu'il y aurait par rapport au patron et je n'aurai plus de problème à avoir à découdre et à recoudre à chaque fois. Là, je passerai directement par l'étape du bâti, ce qui me fera gagner du temps et en même temps, ça me permettra d'avoir une solidité supplémentaire au niveau de la couture pour les manches. Et à l'essayage intermédiaire de la robe, je me suis rendu compte qu'elle était hyper lourde, mais vraiment lourde, et que donc j'allais avoir besoin d'un renforcement au niveau de la taille pour la maintenir en place étant donné que je n'allais pas la corseter et qui me permettrait d'avoir un confort supplémentaire. J'ai donc décidé d'utiliser une technique de corseterie qui consiste à venir prendre une sangle et à la coudre directement au niveau de la taille pour bien maintenir l'ensemble ensemble. Et dans cette optique de soutien mais non de maintien, j'ai décidé de coudre ma sangle uniquement au niveau des marges de couture. Elle n'est pas cousue sur l'entièreté de la longueur de la taille sur la robe. Ainsi, j'évite de rigidifier la taille et je garde quand même un tombé qui est très naturel par rapport au pli et qui ne va pas venir justement donner cet effet de corsage que je ne voulais pas pour la réalisation de cette robe.
C'est une technique qui n'est pas du tout utilisée dans la couture de la robe, étant donné que normalement d'une part elle est corsetée et de l'autre le tissu que j'ai choisi n'était pas utilisé à l'époque pour les femmes qui les portaient. Elles utilisaient plutôt de la soie ou même pour certaines du coton, donc c'est des tissus qui sont bien plus légers et moi j'ai décidé de prendre du velours qui alourdit énormément l'entièreté de la robe et donc j'avais besoin d'un maintien supplémentaire, encore plus étant donné que comme je vous l'ai dit elle n'est pas corsetée. C'est d'ailleurs ce que j'aime en couture, c'est qu'on peut personnaliser les finitions, on peut rajouter des techniques qui peuvent venir aider à la construction ou même au porté de la pièce finale et donc c'est quelque chose que je chéris particulièrement et que je ne me prive pas d'utiliser dès que j'en ai l'occasion. Et comme les parmentures sont toujours assez capricieuses et aiment bien ressortir constamment, j'ai préféré directement coudre ma parmenture au reste de ma doublure pour être sûre qu'elle ne bouge pas et qu'elle reste correctement à sa place. Il serait quand même dommage, après avoir passé autant de temps à coudre une robe avec autant de minutie, que la parmenture gâche tout en sortant constamment. Une fois ma parmenture correctement attachée à ma doublure, c'est bon. C'est sûr, elle ne bougera pas. J'ai marqué l'emplacement de ma fermeture. Et si normalement l'entièreté de la robe est terminée avec une patte de boutonnage sur l'entièreté de la longueur, en partant du col jusqu'au sol, j'ai préféré la laisser ouverte d'une part parce que je ne me sentais vraiment pas de faire une boutonnière sur du velours, j'avais vraiment peur que ça soit une véritable catastrophe et je n'avais pas envie de ruiner l'entièreté de la robe et d'une autre part je voulais absolument qu'elle soit ouverte et qu'il n'y ait qu'une seule fermeture, donc j'ai préféré utiliser cette technique et je trouve que honnêtement ça rend super bien par rapport à l'entièreté de l'esthétique de la robe. Et pour bien sécuriser mes attaches, j'ai doublé mon fil et j'ai sécurisé en faisant 3 tours, un peu comme on fait des points de boutonnière pour être sûr qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne déforme pas non plus le velours et la doublure. Car malgré le fait que j'ai ajouté un petit peu plus d'aisance qu'il y avait dans le patron, je voulais tout de même faire attention à la tension que je mettrais au moment où je fermerai la robe et je n'avais vraiment pas envie de terminer avec un endroit qui gondole, qui soit déformé. Je voulais quelque chose qui reste bien à sa place et qui ne bougera pas tout simplement. Et maintenant, le col. Si j'ai commencé par coudre ma doublure avec mon velours à la machine, j'ai très rapidement dû finir directement de coudre à la main pour pouvoir l'assembler à la robe. Et honnêtement, je n'ai même pas essayé de coudre ce col avec ma machine à coudre. Je savais que ça ne passerait pas, même en réglant la hauteur du pied presseur. C'était impossible qu'elle puisse coudre autant d'épaisseur, surtout avec les plis Watteau. Alors, j'ai préféré le faire à la main et de toute façon, je n'avais pas le choix puisque si je n'utilisais pas ma machine, eh bien, il fallait que j'utilise mes mains. Et donc, du coup, j'ai cousu l'entièreté du col directement à la main. Et voilà, nous entrons dans la dernière étape de finition de cette robe, l'embellissement avec ma passementerie en soie.
Et bon, étant donné la longueur de la robe, il a bien fallu que je fasse avec les moyens du bord, étant donné que je ne pouvais pas me mettre au sol parce que sinon vous n'auriez rien vu. J'ai posé mon mannequin directement sur ma table. Et étant donné que j'étais assez indécise sur l'emplacement où j'allais poser ma passementerie, je me suis dit que j'allais directement tester en épinglant grossièrement et en voyant ce que ça donnait. La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas la mettre directement au bord de la robe, c'est-à-dire au niveau de l'ourlet, pour éviter justement d'avoir à abîmer la soie. Car étant donné qu'elle est assez longue, qu'elle traîne au niveau du sol, il y avait des risques qu'elle soit abîmée assez rapidement et c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas. Déjà parce que eh bien, c'est de la soie et qu'un minimum de respect est quand même à prévoir quand on sait comment la soie est fabriquée et aussi de deux parce que je trouvais qu'il était vraiment dommage d'avoir à abîmer une aussi belle passementerie. Le respect des matériaux que j'utilise dans ma couture est pour moi primordial. Ici, en l'occurrence, pour la soie. Quand on sait la manière dont elle est produite, c'est comment cela se passe au niveau des élevages, je trouve que pour moi, c'est primordial de faire attention à ça. Attention à ce que il n'y ait rien qui soit abîmé, attention à ce que tout soit correctement cousu, attention à ne pas avoir trop de chutes, à ne pas massacrer l'entièreté de la couture. Je trouve que c'est très important pour moi d'avoir connaissance de l'honneur qui nous est fait d'avoir une telle production en main et je ne voulais certainement pas, la ruiner en l'espace de quelques portées, justement parce que j'avais décidé de la mettre au niveau de mon ourlet. Non, je voulais la sauvegarder, être sûre qu'elle ne traîne pas sur le sol et qu'elle ne s'abîmerait pas en l'espace de 2, 3 portées et qu'après, eh bien, il faille la retirer parce que elle est trop sale, parce qu'elle est abîmée et c'était quelque chose qui pour moi était absolument inconcevable. Et donc après un moment de réflexion, j'ai trouvé que le plus esthétique était, là où j'avais positionné au plus bas. Mais ce n'était pas non plus trop bas, ça ne risquait pas de l'abîmer étant donné que c'était à 20 centimètres de l'ourlet. Donc c'était un bon compromis et en plus, c'était une mesure couramment admise à l'époque victorienne que de poser des galons de velours, des galons de dentelle ou de passementerie à ces niveaux-là. Et voilà, comme je vous le disais dans le précédent vlogmas, elle ne peut pas s'empêcher de venir se mettre directement sur le plus doux des tissus, la plus haute pile de tissus. Il lui faut absolument son petit moment cocooning constant. Alors je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer un petit peu ce que c'est que de coudre avec Ise. C'est constamment des câlins, c'est des miaous, c'est des ronrons pour pouvoir avoir de l'attention et en même temps pour pouvoir squatter sur les tissus. Et une fois ma décision et mes mesures prises, j'ai étalé l'entièreté de la robe sur ma table pour avoir le plus de surface possible sans avoir à la bouger constamment. Bon, bien évidemment, avec de telles envergures, on bouge régulièrement la robe, mais là au moins je pouvais travailler à plat beaucoup plus facilement. Puis, muni de mon mètre ruban et de mon galon de passementerie, j'ai calculé environ tous les 10 centimètres, mes 20 centimètres de hauteur avant d'épingler. Et c'est une étape qui prend énormément de temps. Il faut sans cesse replacer la passementerie. Étant donné que l'entièreté de l'ourlet est un arrondi, il faut faire très attention que tout soit harmonieux avec l'ourlet. Sinon, on a l'impression d'avoir un petit peu un carré, une ligne droite, et c'est vraiment pas très joli. Donc, il faut pas hésiter à retourner en arrière, désépingler ce qui a été épinglé et recommencer l'épinglage. Je pense que j'ai bien mis 1 heure juste à épingler l'entièreté de la passementerie. Et comme je craignais de n'abîmer la broderie et les fils de soie, j'ai préféré directement épingler uniquement la tulle. J'ai utilisé des épingles très fines qui sont des épingles à soie pour pouvoir le faire. Et ensuite, j'ai bâti l'entièreté de ma passementerie, en faisant là aussi attention de ne coudre mon bâti uniquement que sur la tulle.
Ça m'a pris là aussi énormément de temps, je pense même le double de ce que m'a pris, l'épinglage, mais c'était une étape que je trouvais absolument essentielle de faire. Comme ça, eh bien, ma passementerie ne bougerait pas constamment une fois que je commencerai la couture. Pareillement, j'ai préféré utiliser un point de chausson. C'est un point qui reste assez élastique, qui va pas rigidifier l'entièreté de la passementerie, qui va le permettre de bouger légèrement si jamais j'en avais besoin au moment de la couture, mais c'est surtout un point qui va permettre de maintenir l'entièreté des deux bords de la passementerie sans qu'elle ne bouge trop. C'est, je trouve, le meilleur des points pour pouvoir coudre ou du moins bâtir type de passementerie. Comme ça ne bouge ni en haut ni en bas et ça permet de pouvoir déplacer la robe un petit peu comme on veut au moment où on passe directement à la couture. Et voilà le résultat de la passementerie une fois cousue. Elles se font parfaitement avec le velours, c'est exactement ce que je voulais. Et en plus, elle ressort assez pour la mettre en valeur. Et si habituellement je n'aime pas trop les contrastes de couleurs comme cela, j'ai trouvé que franchement pour cette robe ça allait très bien. Et en plus, cela ressemble énormément à ce que faisaient les Victoriens à cette époque. Cette passementerie est vraiment la touche finale qu'il fallait à cette robe. Elle la sublime, elle rehausse toutes les couleurs du velours et en plus elle est assez discrète tout en étant assez voyante pour pouvoir se fondre parfaitement dans l'entièreté de l'esthétique de cette robe. En tout cas, ça a été pour moi une couture absolument passionnante, où j'ai appris énormément de nouvelles techniques, où j'ai appris à coudre du velours. J'ai vraiment adoré sortir de ma zone de confort en utilisant une passementerie que je n'aurais habituellement jamais utilisée. Et j'espère sincèrement que vous avez autant apprécié me voir réaliser cette tenue que moi j'ai apprécié la faire. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présent pour cette aventure extraordinaire, d'avoir suivi les vlogmas et de m'avoir laissé des commentaires si chaleureux. Et je voulais aussi vous remercier de votre présence sur ma chaîne, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos partages. Ils font vivre cette chaîne et je vous en remercie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, qu'elles soient enchanteresses et je vous retrouve en 2025 pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.